On dit qu'il existe des hommes qui, même après leur mort, ne partent jamais complètement. Des hommes qui laissent une empreinte si profonde sur la terre que leur présence reste suspendue dans l'air, incrustée dans les murs, dans les rues et dans la mémoire des gens. Peu importe le nombre d'années qui passent ni le nombre de fois où la version officielle est répétée, leur nom continue de respirer dans les murmures de la nuit. À Medellín, en Colombie, il y a un nom que tout le monde connaît. Un nom qui inspire la peur, le respect et, pour certains, une dévotion silencieuse qui ne se confesse pas à voix haute. Un nom qui a cessé d'être seulement un homme pour devenir symbole, mythe, ombre, Pablo Escobar. Sa vie s'est officiellement terminée le 2 décembre 1993 lorsque les balles l'ont atteint sur un toit. Son corps est tombé et l'État a déclaré victoire. Beaucoup ont cru qu'avec sa mort, une époque se refermait aussi, que la terreur avait été enterrée avec lui. Mais dans les quartiers où la pauvreté n'est jamais partie et où la mémoire ne s'efface pas, les rues ont commencé à raconter une autre histoire. Car pour une partie du peuple, le patron n'est jamais mort complètement. On raconte que quelques jours à peine après sa chute, des rumeurs inquiétantes ont commencé à circuler. Une mère d'un quartier modeste se souvenait qu'une nuit, à l'aube, elle avait éclaté en sanglots en voyant ses enfants affamés. Il n'y avait ni nourriture, ni argent, ni espoir. La table était vide et le silence pesait plus lourd que la nuit. Soudain, un coup sec a retenti à la porte. En ouvrant, elle a trouvé un sac rempli de riz, de haricots, de pain et d'un peu de viande, suffisant pour nourrir ses enfants pendant plusieurs jours. Il n'y avait personne dehors. Aucun pas, aucune voix, seulement le silence épais du quartier endormi. Pourtant, la femme a juré qu'avant de refermer la porte, elle avait aperçu une silhouette au coin de la rue, un homme corpulent, à la moustache épaisse, qui l'observait en silence avant de disparaître dans l'obscurité. Depuis lors, la peur et la gratitude ont commencé à se mêler dans le récit. Ce ne fut pas le seul témoignage. Un chauffeur de taxi raconta qu'une nuit, vers minuit, il avait pris à bord un passager étrange. Il portait un chapeau, parlait peu et avait un regard fixe, dérangeant. Sa voix était grave, autoritaire. Il lui demanda de le conduire jusqu'à une ferme éloignée. Le trajet fut long et silencieux. Mais en arrivant à destination et en se retournant pour encaisser, la banquette arrière était vide. Aucune porte ouverte, aucune trace. L'homme avait tout simplement disparu. À partir de là, les histoires se sont multipliées comme un murmure impossible à arrêter. Dans un autre quartier, un enfant gisait gravement malade, au bord de la mort, consumé par la fièvre. Sa mère passa la nuit à prier, suppliant pour un miracle que personne d'autre ne pouvait lui offrir. À l'aube, elle assure avoir vu entrer dans la chambre une silhouette robuste, vêtue de blanc. La figure posa sa main sur le front de l'enfant, puis se dissipa sans laisser de traces. Au lever du jour, le petit se réveilla en parfaite santé, comme si rien ne s'était produit. En larmes, la mère répétait seulement « C'était lui, le patron ne nous a pas abandonnés ». C'est ainsi qu'on commença à parler du fantôme de Medellín. On disait que lorsque la pauvreté serrait trop fort, des paniers de nourriture apparaissaient devant les portes des maisons. Que lorsque quelqu'un ne pouvait pas payer des médicaments, ceux-ci surgissaient mystérieusement sur la table. Que lorsqu'une famille n'avait plus rien, elle se réveillait avec de l'argent caché sous l'oreiller. Toujours la nuit. Toujours sans explication. Et toujours quelqu'un affirmait avoir vu la même figure. Un homme imposant, chemise ouverte et moustache, marchant dans les rues vides avant l'aube. Les anciens sicaires, ceux qui avaient autrefois été sous ses ordres, le mentionnaient aussi à voix basse. Ils juraient qu'au milieu des fusillades, ils entendaient une voix leur indiquer quand avancer, quand tirer et quand fuir. Ils disaient que le patron continuait à veiller sur eux, même après la mort. Dans le quartier où il fut abattu, les récits devinrent encore plus troublants. Des habitants assurent qu'à l'aube, on entend des coups de feu résonner comme des échos du passé. Les chiens aboient sans raison et, sur les toits, on perçoit de lourds pas, comme si quelqu'un revivait éternellement sa dernière fuite. Certains affirment avoir vu un homme à la poitrine tachée de sang, condamné à répéter sa propre mort encore et encore. Mais tous ne le voient pas comme une âme en peine. Pour beaucoup, le patron est un protecteur. Un vieil homme raconta qu'il marchait affamé lorsqu'une vieille camionnette s'arrêta à ses côtés. La vitre s'abaissa et un homme lui remit une liasse de billets, en lui disant que c'était pour que sa famille ne manque de rien. Lorsqu'il se retourna pour le remercier, la camionnette n'était déjà plus là. Dans les hôpitaux, les mères ont elles aussi commencé à parler de miracles. Elles disaient que, lorsqu'elles priaient désespérément, une ombre blanche parcourait les couloirs. Peu après, les enfants allaient mieux. Personne ne savait comment l'expliquer, mais tous désignaient le même nom. Bientôt, on commença à allumer des bougies à son effigie, à lui demander des faveurs comme s'il était un saint. C'est ainsi qu'est né un culte étrange, issu de la douleur, du besoin et d'une foi déformée.
Certains l'appellent démon, d'autres saint. Mais tous s'accordent sur une chose, Medellin ne fut plus jamais la même. Car lorsque quelqu'un n'a plus de quoi manger, un paquet apparaît devant la porte. Lorsqu'un enfant est au bord de la mort, une main invisible semble le sauver. Lorsqu'un pauvre se perd dans la nuit, une aide inattendue surgit. Et la question continue de flotter dans l'air, sans réponse définitive. Le patron est-il vraiment mort ce jour-là sur le toit? Ou bien son esprit continue-t-il de marcher parmi ceux qui ont le plus besoin de lui? Pour certains, tout cela n'est qu'une légende née de la peur et de la nostalgie. Pour d'autres, une vérité impossible à nier. Une chose est sûre, le fantôme de Medellin est devenu une partie de l'âme du peuple. Un fantôme qui distribue de la nourriture, qui laisse de l'argent, qui, même après la mort, continue d'exercer son pouvoir. Les plus sceptiques disent que ce sont des histoires inventées pour ne pas perdre espoir. Mais à Medellin, il y a des nuits où personne n'ose dire que ce n'est pas réel. Au fil des années, les histoires commencèrent à changer de ton. Ce n'étaient plus seulement des récits d'aides mystérieuses ou d'apparitions fugitives. Quelque chose de différent se faisait sentir dans l'air, comme si la ville elle-même était fatiguée de porter ce poids invisible. Les nouvelles générations écoutaient ces contes avec distance, comme on écoute une légende ancienne qui ne correspond plus vraiment au présent. Une nuit pourtant, quelque chose de différent se produisit. Dans l'un des quartiers où l'on parlait le plus du fantôme, apparut un vieil homme inconnu. Il ne demandait ni argent ni nourriture. Il parlait seulement. Il rassembla plusieurs personnes à un coin de rue et dit quelque chose que personne n'attendait. Le patron ne revient pas parce qu'il le veut. Il revient parce que vous ne le laissez pas partir. Ces paroles tombèrent comme un coup sec. Il expliqua que chaque bougie allumée, chaque prière, chaque faveur demandée était une chaîne de plus qui retenait cette ombre dans le monde des vivants. Que ce qui continuait à parcourir Medellin n'était pas une protection, mais une mémoire mal refermée, un passé qui refusait de se reposer. Cette même nuit, beaucoup assurent que la ville plongea dans un silence jamais connu auparavant. Il n'y eut pas de tirs imaginaires, pas de pas sur les toits, pas d'ombre parcourant les couloirs des hôpitaux. Pour la première fois depuis des décennies, la nuit passa sans frayeur. À l'aube, certains habitants trouvèrent quelque chose de différent devant leurs portes. Ce n'étaient ni des paniers de nourriture, ni de l'argent. C'étaient de petits miroirs enveloppés dans du papier ancien. Personne ne sut qui les avait déposés. Mais en s'y regardant, beaucoup comprirent le message. Ce n'était pas un fantôme qui soutenait Medellin, mais son propre peuple, sa capacité à s'entraider sans attendre de miracle. Depuis lors, les histoires commencèrent à s'éteindre lentement. Non pas parce qu'elles furent oubliées, mais parce qu'elles n'étaient plus nécessaires. Le nom continua d'exister, comme existent tous les noms qui ont marqué l'histoire, mais il perdit son pouvoir surnaturel. Aujourd'hui encore, certains disent que, lors des nuits très sombres, on ressent une présence marchant au loin. D'autres assurent qu'elle n'est jamais revenue. Peut-être les deux sont-ils vrais. Peut-être que le fantôme n'a pas disparu, mais qu'il a enfin trouvé le repos. Et ainsi, Medellin comprit quelque chose qui mit des années à être accepté. Qu'aucun homme, aussi grand ou redouté qu'il ait été, ne mérite de rester prisonnier pour toujours entre la culpabilité et la dévotion. Car les fantômes les plus dangereux ne sont pas ceux qui marchent la nuit, mais ceux qui vivent dans la mémoire lorsque le passé refuse de s'achever.